Les radios, les journaux en ont fait leurs gros titres. Cancer, maladies pulmonaires, cardiovasculaires, allergies, le diesel fait des dizaines de milliers de morts par an. En Europe, tous les pays ont pris des mesures pour limiter les voitures polluantes, dont le diesel. Tous, ou presque. La France fait partie des exceptions. Alors pourquoi la France a-t-elle fait le choix du tout diesel grâce à une fiscalité avantageuse? Tout de suite diesel, le scandale français, c'est une enquête de Stéphane Magnier et de Raphaël Rouillet. Et juste après, je vous retrouve pour en débattre avec mes invités. Retour de vacances au péage de Saint-Arnoult en Yvelines. Les Français bouchonnent patiemment. Vous roulez avec quel type de carburant? Diesel. Gasoil. Au diesel. Diesel. Gasoil. Diesel. Pourquoi? C'est moins cher d'abord. C'est plus économique, ça consomme moins, c'est moins cher. Moins cher à l'usage ou à l'achat? Les deux, en général. Parce que c'est moins cher et que c'est moins polluant que le reste. Pour l'instant, c'est un peu moins cher, mais ça va pas durer, je pense. Merci, bonne route. Merci, bonne journée. Le diesel, surnommé le carburant français. Il est paré de toutes les vertus, surtout pour le portefeuille. En France, il équipe 80% des voitures neuves. Mais le diesel tue. Il a été classé cancérigène certain par l'OMS. Le diesel cancérigène, selon l'Organisation mondiale de la santé. Étonnement, alors qu'on nous a incité pendant des années à acheter ces moteurs. Que faire de nos diesels? 80% des voitures qui circulent en France. L'OMS est formelle, c'est cancérogène. Les radios, les journaux en ont fait leurs gros titres. Cancer, maladies pulmonaires, cardiovasculaires, allergies, le diesel fait des dizaines de milliers de morts par an. En Europe, tous les pays ont pris des mesures pour limiter les voitures polluantes, dont le diesel. Tous, ou presque. La France fait partie des exceptions. Pourquoi les Français sont-ils accros au diesel? Pourquoi s'empoisonnent-ils? Le diesel est-il le plus grand scandale sanitaire qu'ait connu notre pays? Paris, hôpital pour enfants malades Armand Trousseau. Notre enquête commence ici, au service de pneumologie. Depuis 20 ans, les maladies respiratoires chez les enfants ont fortement augmenté. Aldwin, 7 ans, est un des consultants du jour. Tu te concentres bien. Hein. Nous l'avons choisi par hasard. Bien, Aldwin. On y va tranquillement, mon garçon. 3, aspire à fond. Souffle fort, longtemps, et tu regonfles. Ok, c'est pas mal. Ouvre ta bouche, mon grand. Ouvre. Très bien. Ce que l'on cherche à mesurer, là, c'est par l'intermédiaire des débits expiratoires forcés, à estimer, en fait, s'il y a une obstruction bronchique ou non. Donc, en fait, là, pour Aldwin, le diamètre des petites bronches est diminué par rapport au même examen chez un enfant sain de la même taille. Aldwin est un petit Parisien. Il habite sur les boulevards extérieurs, près du périphérique. Suite à une crise respiratoire sérieuse, il subit des examens dans les différents bâtiments de l'hôpital. On a rendez-vous à 13h45. On va aller dans la salle d'attente. D'accord, merci. Le check-up est systématique et complet. Le voici avec son père, Olivier, et sa belle-mère, Erika, dans la salle d'attente pour la radio. Vas-y, gonfle fort et souffle. Fort. Ici, rien n'est laissé au hasard. Mais la journée est longue. Je vais rentrer chez moi. On a encore un examen. Et après, on rentre. D'accord? Aldwin est entre de bonnes mains. Celle d'un des plus grands spécialistes en France de pneumologie infantile, le professeur Jocelyne Juste. Tu enlèves ton t-shirt. D'accord. Comment tu te sens toi aujourd'hui? Bien.
Et quand tu as eu du mal à respirer, tu avais l'impression que l'air, il ne pouvait pas sortir ou il ne pouvait pas rentrer? Il ne pouvait pas sortir. Il ne pouvait pas sortir. Tu vas respirer bien fort, bouche ouverte. Fort. Fort. Ouais, ça siffle un petit peu là. Tu le sens pas là que tu es gêné? Si, un peu. Ah, quand même, hein. Très bien. Est-ce que vous habitez à côté d'une voie à fort trafic? Oui, on est sur le boulevard à l'extérieur depuis février 2011. Aldwin est arrivé 7 heures plus tôt. Voici enfin le diagnostic. Bon, votre petit garçon il est asthmatique, hein, mais il y a différents types d'asthme. Votre petit garçon, c'est plutôt un asthme persistant léger. Aldwin n'est donc pas gravement atteint, mais habiter à proximité d'un axe routier majeur est un facteur de risque. On a trouvé un lien entre le lieu de résidence, plus ou moins proche d'une voie à fort trafic, et l'émergence de nouveaux cas d'asthme ou d'allergie. Le diesel peut éventuellement également donc créer, modifier le système immunitaire et créer une sensibilisation à de nouveaux allergènes, c'est-à-dire faire que la muqueuse respiratoire soit plus irritée encore et va réagir à quelque chose où elle ne réagissait qu'à un seuil élevé. La pollution va diminuer le seuil. Donc je termine ça. Les enfants sont particulièrement sensibles à la pollution au diesel, en particulier chez les nourrissons et dans la petite enfance. Lorsqu'on suit les explorations fonctionnelles respiratoires d'enfants qui sont en contact avec une atmosphère polluée, on voit que la croissance pulmonaire est moins bonne chez ces enfants-là par rapport à d'autres. Au revoir. Au revoir, madame. Aldwin devra suivre un traitement léger, mais peut-être à vie. Il n'est pas le seul. L'asthme a augmenté de 40% chez les enfants en France depuis 15 ans. Une croissance exactement parallèle à celle du diesel. Les liaisons entre le diesel, l'asthme et les allergies sont claires, à la fois sur le plan expérimental, avec une liaison entre les particules diesel et le système immunitaire, entre les particules diesel et l'irritation des voies aériennes, entre la pollution et la modification des allergènes comme les pollens qui les rend plus allergisants. Le diesel est à l'origine de maladies respiratoires chez l'enfant et de maladies allergiques. Donc il faudrait l'interdire. Donc il faudrait l'interdire. Interdire le diesel. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui sort d'un pot d'échappement? Sur son site internet, l'Organisation internationale des constructeurs automobiles nous dit que le diesel émet du dioxyde de carbone, le CO2, du monoxyde de carbone, des hydrocarbures, des oxydes d'azote, ce sont 3 gaz irritants, et des microparticules que le site nous présente comme des résidus de carburant brûlé. Pas une explication de plus sur ces microparticules. À aucun moment, les constructeurs ne précisent qu'elles peuvent provoquer des maladies graves, des troubles respiratoires, voire des cancers. Pourtant, dans les villes, les microparticules sont bien là, invisibles, incolores, presque inodores. À Paris, l'association Airparif est chargée de surveiller la qualité de l'air. Sur les bords du boulevard périphérique, elle a installé une station de mesure. Des capteurs recueillent sur du papier filtre la pollution des voitures. Et là, les microparticules apparaissent. Donc on effectue des mesures journalières et vous pouvez voir ici un filtre après une journée d'encrassement. Donc c'est ce que les gens qui passeraient à côté de la station pourraient respirer. Par contre, les gens qui sont dans leur véhicule, donc dans le trafic routier, sont à des niveaux encore plus importants que ce qu'on mesure sur le trottoir. Pour ce qui est du trafic routier, spécifiquement à l'échappement, les véhicules diesel contribuent à 95% des rejets de particules, donc à l'émission par rapport à l'ensemble du trafic routier. Pour voir de plus près ces microparticules, il faut se rendre dans des laboratoires scientifiques. Plusieurs d'entre eux, comme celui-ci, se sont associés il y a 3 ans pour mener une grande enquête baptisée Megatox. Objectif: connaître l'origine de ces microparticules, leur composition et leurs effets. Pour les observer,
il suffit de passer un des filtres en papier d'Airparif au microscope. Donc voilà le microscope électronique. Donc avec cet appareil-là, on va pouvoir grossir plusieurs dizaines de milliers de fois les particules et les observer de manière très détaillée. On commence à les apercevoir, vous voyez ? Alors ces particules ont été prélevées en bordure de périphérique pendant à peu près un quart d'heure. Les petits cercles blancs sont les trous du filtre en papier. Et là, en noir, ces petits filaments, ce sont elles, les microparticules. On sait par les facteurs d'émission de ces différents carburants que c'est essentiellement le diesel qui émet ces particules ultra fines. Ici, voilà, ce sont toutes les particules de suie. Donc tout ça, ça provient de la pollution automobile. Et elles peuvent se déposer un peu partout dans l'organisme. Rien ne peut les arrêter, en fait, ces microparticules. Si, l'arbre respiratoire. C'est-à-dire nos bronches et nos poumons. Une petite partie de ces microparticules va réussir à se fixer au fond de nos poumons. Pour savoir ce qui se passe ensuite, d'autres chercheurs ont mis en contact des cellules humaines vivantes avec des microparticules de diesel. Peu à peu, les microparticules s'infiltrent dans les cellules. Alors je vais vous montrer quelques clichés de microscopie électronique qui nous permettront de voir les interactions entre les particules et les cellules. Ce qu'on peut voir, c'est que les particules ont été internalisées, c'est-à-dire mangées par les cellules. Donc tous ces amas noirs correspondent à des particules, ce qui reste après leur internalisation. Ce qui peut se passer, c'est qu'aussi elles puissent se retrouver dans la circulation sanguine et ensuite aller vers d'autres organes. Ça peut être le foie, les reins, le cœur. Il y a même des évidences de passage au niveau du cerveau. Une fois dans l'organisme, certaines microparticules s'incrustent comme des kystes dans les poumons. D'autres tapissent les artères, favorisant les amas graisseux, ce qui déclenche des maladies cardiovasculaires. Et même si nous ne sommes pas tous touchés par ces maladies, nous respirons tous ces microparticules. Les automobilistes sont-ils protégés quand ils sont dans leur voiture? Pour le savoir, nous avons utilisé ce compteur de particules. Il est installé à bord d'une voiture électrique pour être sûr de ne pas fausser le résultat. Et nous nous sommes mêlés, avec une équipe de l'association Airparif, à la circulation. Il est 11 h du matin, un moment où le trafic est plutôt fluide. On a fait plus de 300 trajets pour évaluer la qualité de l'air dans l'habitacle des véhicules pour les personnes qui utilisent leur voiture quotidiennement sur leur trajet domicile-travail. On avait une moyenne sur l'ensemble des trajets de 75 000 particules. L'appareil mesure le nombre de microparticules contenues dans 10 cm3 d'air. Dès que le trafic ralentit, le compteur monte vite, très vite. 92 000, 96 000, 128 000, 135 000, 151 000, 196 000. Pour savoir ce que respire un automobiliste, il faut tenir compte du volume de ses poumons et de la durée du parcours. Nous avons fait le calcul. Dans des conditions moyennes, chaque automobiliste respire en 1 heure plus d'1 milliard de microparticules. L'automobiliste est finalement la première victime de sa propre pollution, on peut presque dire. D'ailleurs, on nous demande souvent, finalement, la qualité de l'air n'est pas bonne pour les enfants dans leur poussette, mais finalement, on se rend compte par ce genre d'études que l'enfant, dans son siège auto, est exposé à des niveaux de pollution, a priori, bien supérieurs que ce qu'il respire quand il est dans sa poussette en bordure d'un axe. Voici donc ce qui se passe. Les pots d'échappement rejettent leurs microparticules au niveau des prises d'air des voitures qui suivent. Et elles pénètrent dans les habitacles. Résultat, les enfants les respirent à pleine bronche.
comment en est-on arrivé là? À l'origine, le diesel était le carburant de ceux qui roulaient beaucoup, comme les chauffeurs de taxi ou les routiers. Il était moins taxé pour aider ces professionnels de la route. Pour accroître cet avantage fiscal, les transporteurs routiers ont bloqué plusieurs fois la France au début des années 80. Les transporteurs routiers ont décidé d'organiser une journée nationale de protestation contre l'augmentation du prix du gazole. Résultat, des millions d'automobilistes ont dû subir dès ce matin les joies des bouchons routiers. Dominique Thouard. Dès ce petit matin, des barrages ont été mis en place. Et dans la matinée, le trafic s'est progressivement perturbé. À l'issue de ces grèves, l'État est affaibli. L'allègement fiscal est devenu intouchable. Une situation qu'un homme utilise au profit de son entreprise, Jacques Calvet, le patron de Peugeot. Rencontre avec Jacques Calvet, le PDG du groupe PSA. À Peugeot et Citroën, la primeur, coup d'œil sur la 205, la Visa ou la dernière BX. L'idée de Jacques Calvet est d'obliger François Mitterrand à garantir l'avantage fiscal sur le diesel pour toutes les voitures. En échange, Peugeot propose de fabriquer des moteurs diesel en masse à des prix acceptables. Le discours de Jacques Calvet est industriel. Il faut bien voir que le diesel a un coût d'entretien et de carburant beaucoup moins élevé, pollue beaucoup moins qu'un moteur essence sans catalyseur piloté, et pour l'économie nationale, pour la balance du commerce extérieur, consomme moins de carburant. Jacques Calvet disait des contre-vérités sur la pollution du diesel. Dès 1983, un rapport d'experts dirigé par le professeur Roussel, chef de service à l'hôpital Bichat, dénonce les dangers du diesel. La tendance à intensifier la dieselisation du parc automobile risque en effet de poser dans les années à venir un problème de pollution particulière. Une série de travaux ont montré la responsabilité des particules dans la genèse de certains troubles respiratoires liés à leur pénétration dans l'arbre bronchopulmonaire, celle-ci s'opérant d'autant plus facilement que leur taille est plus petite. Il est prudent de craindre des effets génotoxiques et cancérogènes chez l'homme. Ceci doit inciter à réduire au maximum les émissions de particules diesel. Le rapport Roussel n'a jamais été pris en compte. Jacques Calvet imposa son point de vue. L'industrie automobile française était déjà en crise, des milliers d'emplois menacés. Aucune force politique n'était en mesure de résister à un chantage à l'emploi. L'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, se souvient. C'était le tout diesel, malgré l'impact sanitaire du diesel qu'on connaissait parfaitement bien dans les années 90, lorsque j'ai fait voter la loi sur l'air. Lorsque j'ai fait voter l'article 2 dans lequel il est dit que le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé est un droit, les constructeurs automobiles sont remontés auprès du ministre de l'équipement de l'époque, Bernard Pons, et ils avaient incontestablement l'oreille du gouvernement. Vous êtes battu contre des lobbies, c'est ça? Bien sûr. Est-ce que ce sont des lobbies tellement puissants qu'ils ont pu atténuer, voire pratiquement supprimer les effets de la loi que vous aviez promue? Oui, bien sûr. La loi sur l'air n'a en fait jamais été appliquée. Un lobby automobile tout puissant, dont une autre ministre de l'Environnement, Dominique Voynet, garde un souvenir cuisant. J'ai eu des relations assez rock'n'roll avec Jacques Calvet, qui décrochait son téléphone pour me donner des ordres et pour aboyer des insultes au téléphone. C'était assez pénible. Les menaces étaient explicites et le mépris à l'égard d'une ministre écologiste était patent. Je suis convaincue que les constructeurs automobiles français ont vécu sur l'idée d'une rente, qui était la rente du diesel effectivement, avec une arrogance bien connue chez nous. C'est cocorico, on est les meilleurs, les avions renifleurs, le Concorde, le nucléaire français. Bon, le diesel, ça faisait partie de cette mythologie. Je pense qu'ils se sont plantés lourdement. Aujourd'hui, Jacques Calvet ne veut plus parler devant les caméras. Mais nous l'avons joint par téléphone et il persiste et signe. Mais écoutez, le diesel me paraissait avoir toute une série d'avantages en ce qui concernait les émissions de gaz dangereux, et donc j'avais très très bonne conscience en défendant le diesel.
Et vous avez obtenu... Écoutez, vraiment, je ne peux pas vous en dire plus. Enfin, écoutez, c'est déjà... Sous la pression des constructeurs, le diesel est ainsi devenu le carburant français. Il est passé en 35 ans de 3 à 60% des voitures en circulation. À qui cela profite-t-il? Grâce à l'allègement fiscal, l'automobiliste gagne une vingtaine de centimes par litre à la pompe. Est-ce une bonne affaire pour les autres? À commencer par les premiers industriels concernés, les fournisseurs de diesel, les pétroliers. Au départ, il y a le pétrole brut. Pour le transformer en carburant, il faut le raffiner. Nous sommes ici dans l'une des plus grandes raffineries de France, à Gravenchon, en Normandie. Tout se passe dans ces énormes tuyaux et ces cuves. On ne voit jamais ni le pétrole brut, ni les carburants. Et première surprise, le diesel coûte plus cher à produire que l'essence. Quand le diesel quitte la raffinerie, sa valorisation, avant les taxes, etc., sa valorisation est plus chère que celle de l'essence. Alors si ensuite le client achète le diesel moins cher à la pompe, c'est parce qu'entre la sortie de la raffinerie et la station-service va s'appliquer un certain nombre de taxes, et qu'effectivement les taxes sur le gasoil sont moins élevées que l'essence. Si le diesel est moins cher à la pompe, c'est uniquement parce qu'il est moins taxé. La raison n'est donc pas économique, mais politique. Le raffineur peut-il gagner plus d'argent en produisant plus de diesel avec les mêmes quantités de pétrole? Non, une fois que le brut est dans les bacs, il ne nous reste plus qu'une chose, c'est à le traiter et à le distiller en sécurité. On ne peut plus jouer sur les rendements. Pour un baril de pétrole brut, on obtient 30% de diesel, 20% d'essence, 20% de kérosène. Le reste, c'est du gaz et des produits lourds. Industriellement, il est impossible de changer ces proportions. Résultat, les raffineries n'arrivent pas à produire suffisamment de diesel pour notre consommation. Sur le port pétrolier de Gravenchon, ce qu'on exporte le plus, c'est de l'essence. Environ 60 à 80% de notre production d'essence, de carburant, est exportée par bateau, essentiellement vers les États-Unis et un peu au nord de l'Europe également. La détaxation du diesel comparativement à l'essence fait que la France doit importer du diesel, parce que essentiellement on consomme pratiquement 4 fois plus de diesel que de supercarburant en France. Donc c'est pas une bonne affaire. Donc clairement, il y a un déséquilibre du marché. On est obligé de vendre loin ce que l'on produit ici et d'importer de loin ce que l'on pourrait produire ici. Importer notre diesel, revendre l'essence que nous fabriquons, c'est la conséquence absurde d'une politique tout diesel. Et le diesel tue en toute impunité. C'est ce qu'affirment des associations comme France Nature Environnement. Ce matin-là, à l'aube, dans les rues de Paris, Alban Beaupoil est bien décidé avec ses copains militants à frapper les esprits. Alors là, en fait, on démarre une opération de sensibilisation avec l'utilisation de ces pochoirs en métal. En fait, on va les plaquer contre le mur et envoyer de l'eau sous pression, de l'eau qui provient de la Seine, afin en fait d'extraire les particules, entre autres, qui sont désormais imprégnées dans le mur, et démontrer par un tag propre qu'il faudrait qu'on sorte le diesel de nos villes. Voilà. Le geste est symbolique et il sera effacé dans quelques heures. Mais si Alban se bat, c'est parce que la nocivité du diesel est loin, très loin d'être entrée dans les esprits. En voici un exemple. Pour voir comment les concessionnaires automobiles orientent leurs clients, Alban et notre caméraman se sont munis d'une caméra cachée.
et ils se sont fait passer pour un jeune couple désirant acheter une voiture. Je peux te demander quelle Environ 25 000 peut-être. 25 000 pour un diesel. Ouais. Donc diesel. Plutôt diesel. Bien sûr, 25 000, ouais. Ouais, diesel. Diesel. Diesel, alors là, c'est une hésitation possible. Ouais. En réalité, un diesel neuf n'est vraiment rentable qu'à partir de 25 000 km par an. Même si c'est pas des grandes distances, mais c'est beaucoup en ville. J'aurais tendance à dire justement, parce que les moteurs essence, c'est là où ils sont le plus gourmands, c'est en ville. Donc si vous adhérez à une motorisation diesel, vous allez très vite vous y retrouver. À la pompe, ça reste moins cher et puis ça consommera toujours moins qu'un essence, quoi qu'il arrive. Leur premier argument est donc économique. Et quand on parle d'environnement, les concessionnaires ont réponse à tout. Là, par contre, Et au niveau des normes pollution, tout ça. Les diesels sont plus propres. Le diesel pollue beaucoup moins que l'essence. Le diesel, en général, tout le monde parle qu'il y a des particules. En revanche, Peugeot et Citroën ont inventé un filtre anti-particules, donc ce qui permet de bloquer en fait, ces particules-là. Explication. Les constructeurs ont sorti ces dernières années un filtre à particules. C'est un dispositif qui est censé arrêter les déchets de la combustion du moteur et qui est fixé sur le pot d'échappement. La Commission européenne l'a rendu obligatoire sur toutes les voitures diesel neuves depuis le 1er janvier 2011. Qu'en pensent les concessionnaires ? C'est efficace les filtres à particules C'est une question un peu embarrassante. Le vendeur devrait vous dire un petit peu oui, mais réellement aujourd'hui, la science et la médecine sont arrivés à des conclusions qui font que ce serait vous mentir. L'État nous parle de santé, parce que bon, l'État, la sécurité sociale, la prise en charge, etc., donc tous les concerts et tout ça, c'est eux qui casquent. Hein. Mais ils nous imposent des véhicules diesel. Donc c'est un peu incohérent, moi, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils nous cassent la sécurité sociale, mais ils nous vendent des diesels pour nous tuer après. C'est difficile, mais bon. Mais vous vendez plus de diesel ou d'essence? 8 voitures sur 10 en France vendues sont du diesel. Maintenant, c'est de l'hypocrisie. Tout ça, c'est de l'hypocrisie, c'est du baratin. On met des bonus écologiques sur du diesel alors que ça pollue plus que de l'essence. Ce qui est complètement bidon. C'est pas vrai. Non, ce qui est bidon. C'est de mettre le bonus sur un véhicule polluant. Là où à la limite, on aurait plutôt mettre un malus. Et industriellement, on a intérêt à vendre du diesel, c'est comme ça. C'est une volonté politique, une volonté des constructeurs, c'est comme ça. C'est comme ça, cela veut dire plus de 20 millions de voitures diesel sur les routes françaises. Combien font-elles de victimes ? Plusieurs dizaines de milliers de morts par an. Mais à ce jour, il n'existe aucune étude permettant d'évaluer précisément le nombre de victimes liées au diesel. Car le lien direct entre une maladie et l'exposition aux particules diesel est difficile à prouver. Cette preuve, Jean-François Carroisse essaye pourtant de l'établir depuis des années. On est sur une barrière de péage qui se trouve être la barrière où je travaille. C'est, on va dire, toute une vie. Hein. C'est ce qui a permis, comme tout travailleur, d'être intégré socialement, d'avoir une vie professionnelle. C'est aussi le début de mon handicap, qui a commencé en 86. Et c'est un point de départ. La maladie de Jean-François Carroisse commence 2 ans après le début de son travail sur l'autoroute. C'est une affection rare, apparentée aux maladies cardiovasculaires. Tu as pris tes médicaments? Mais pas encore, là, je vais les prendre. Au fur et à mesure des années, cette maladie prend des proportions anormales. Aujourd'hui, il suit un traitement lourd et quotidien, et il n'a pas le choix. Ce qui peut se passer, c'est que si je fais une phlébite, j'ai un petit caillot qui se détache, qui va migrer dans les alvéoles pulmonaires et qui va me faire une embolie pulmonaire. Et pour éviter le côté mortel de l'embolie pulmonaire, il faut absolument résorber ce caillot. Alors ça, c'est des éléments qui permettent de résorber le caillot quand il y en a un. Voilà. Le risque, c'est que dans la nuit, j'ai un caillot qui se détache et je m'endors dans mon sommeil. Quand je dis je m'endors, ça veut dire je meurs. Très vite, Jean-François Carroisse se demande si le diesel n'est pas responsable de sa maladie, ou au moins de son aggravation. Il accumule alors des dizaines de rapports venus du monde entier, mettant en cause le diesel. En 2007, un premier rapport scientifique sort
Là-dedans, on établit que les gaz d'échappement, et notamment les particules diesel, c'est quand même plus de 250 substances toxiques. J'interroge mon employeur et il me dit au niveau de la pollution, les mesures sont bonnes, on n'a pas de soucis. Alors je me dis quand même, comment est-ce qu'on peut exposer des salariés au gaz d'échappement et dire qu'il n'y a pas de soucis? Donc je continue mon enquête. Je trouve une enquête scientifique anglaise qui met en évidence le lien entre particules diesel et effet thrombogène. Effet thrombogène, ça veut dire susceptible de provoquer des phlébites. Cette maladie cardiovasculaire est typique des affections provoquées par le diesel. Une fois par mois, Jean-François Carroisse va voir son médecin pour faire le point. J'ai encore la chance de pouvoir me gérer tout seul. C'est sûr que en vieillissant, par rapport à ce que me disent mes médecins, ça va être plus compliqué. La seule chance que j'ai, c'est essayer de faire en sorte que ça n'aille pas trop vite. Voilà. Monsieur Carroisse, bonjour. Ça va? Pierre-Yves. Allez, on est parti. Je vous en prie, asseyez-vous. D'accord. Et puis on va te sculpter un petit peu. Donc ça, c'est tes chaussettes de contention. Ouais, ça c'est des classes 3. Alors, là on s'en rend un petit peu compte si j'appuie avec le doigt. Vous voyez, ça fait un godet, ça fait un creux. Vous voyez que ça n'en va pas. C'est-à-dire que sur le plan lymphatique, il y a une telle inflammation veineuse et les suites des phlébites, ça circule mal. Les lymphatiques sont comprimés et donc ça empêche un bon retour veineux. Voilà, donc je vais te demander de respirer fort, la bouche ouverte. T'as pas choisi le bon métier, hein. C'est clair. Je dis clairement, avec les éléments que j'ai sur M. Carroisse, il y a un lien clair entre les particules diesel et le fait qu'il fasse beaucoup trop d'accidents thromboemboliques. J'affirme aujourd'hui qu'il faut que les études ne se contentent pas des voies respiratoires, mais que très probablement, dans les gaz d'échappement, notamment les particules diesel, que ça a une action toxique pour le système cardiovasculaire. Simplement, on manque de recul parce qu'il y a très peu d'études qui le montrent. Il n'y a qu'une centaine d'études qui en parlent, alors qu'il y en a beaucoup plus sur d'autres pathologies. Mais oui, ça me paraît évident qu'il y a un lien. Voilà, Jean-François. Bon, je te dis pas à la prochaine. Voilà, bonjour aux enfants. Hein, ça va. Jean-François Carroisse travaille toujours au péage. Mais il a décidé de se servir de son cas comme d'un exemple. Il est délégué syndical et en discutant avec ses copains de la barrière de péage, il a vite compris qu'il n'est pas le seul à être malade. Ce matin-là, il retrouve ses collègues Peter et François. Leur objectif, faire reconnaître le diesel comme cause de maladie du travail. Bon, ouais, on est sur le dossier de Peter là. Bon, apparemment la caisse d'assurance maladie lui répond qu'elle ne peut pas donner un avis favorable. Moi j'essaye de comprendre parce que l'histoire c'est quand même ça t'est quand même arrivé sur les voies. Ah oui, j'étais sur les voies et je me suis senti mal, j'ai commencé à avoir de la transpiration et tout. Je commençais à avoir mal au bras, ça commençait à me bloquer. Et, les pompiers sont arrivés juste à temps parce que j'ai fait le malaise cardiaque. Donc ils m'ont fait une réanimation, etc. Et puis de là, je me suis retrouvé donc à l'hôpital. Moi, je pense que par rapport à tous les particules de diesel qu'on a inhalées pendant 6-7 ans, je pense que mon arrêt, mon malaise cardiaque du moins, pourrait venir de là. On est vraiment au ras du sol et il suffit qu'un bus ou un camion qui passe et qui décharge vraiment le diesel, alors là on ressort, on met la main devant, on ne peut pas tenir dans un nuage. Mais tu regardes Michel, il est mort. Voilà. Michel, voilà. Michel, voilà. Mais toutes les personnes crise cardiaque. Voilà, Regarde tous ceux qui sont partis à la retraite du péage que tu connais. Regarde le nombre de gens qui sont morts. Et toutes les pathologies dont on n'est pas informé. Comment faire un suivi? Il faudrait qu'il y ait une traçabilité. Aujourd'hui, comment on pourrait faire un suivi de savoir demain un salarié développe un cancer, une pathologie, comment aujourd'hui aller récupérer, faire le lien? La difficulté, elle est là. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, chaque acteur se renvoie la responsabilité. Jusqu'à présent,
la sécurité sociale ne veut rien entendre. Et au péage, les maladies des salariés ne font l'objet d'aucune étude en liaison avec le diesel. Mais à l'autre bout du monde, au Japon, la pollution au diesel est devenue une affaire d'État que personne ne songerait aujourd'hui à contester. Le Grand Tokyo, c'est 36 millions d'habitants, 3 fois l'agglomération parisienne. 12 millions rien qu'en centre-ville, avec des axes routiers qui le sillonnent dans tous les sens et des embouteillages presque permanents. Vers la fin des années 80, les constructeurs automobiles japonais ont eux aussi tenté de développer le diesel. Très vite, des habitants ont commencé à ressentir des malaises, surtout ceux qui habitent près des grands carrefours, comme Hiroko Watanabe. Ici, nous sommes à côté du carrefour le plus pollué de Tokyo. C'est le carrefour de Yamato-sho à Itabashi. Ici, c'est la nationale 17 pour Nakasendo. Là, c'est le périphérique numéro 7. Et là, encore au-dessus, c'est l'autoroute 5 qui va en direction de Saitama. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 couches de circulation, donc cela représente beaucoup de trafic. Chaque jour, 70 000 voitures passent sur le boulevard, 70 000 également sur la nationale et 200 000 sur l'autoroute. Au total, 340 000 véhicules passent quotidiennement par ce carrefour. Hiroko Watanabe fait partie du millier d'habitants qui, en 1996, a poursuivi en justice l'État japonais, la région et les constructeurs automobiles sur la pollution au diesel. La bataille a été rude. Manifestations, procès en appel, conférences de presse. Au bout de 11 ans de procédure, les constructeurs ont capitulé et versé près de 8 millions d'euros aux victimes pour arrêter le scandale. L'avocat des plaignants se souvient de l'argument qui a fait basculer le procès. On a trouvé un compromis, mais il n'y a pas eu de jugement. Mais pour la première fois, les constructeurs automobiles ont reconnu leurs responsabilités. Les constructeurs, mais aussi l'État et la préfecture de Tokyo. Ils ont promis aux victimes de s'engager pour améliorer l'environnement. Si on remplaçait les moteurs diesel des véhicules légers et des camions par des moteurs essence, quelle serait la baisse de la pollution? C'est ce que montre cette expertise. Les résultats montrent une baisse de pollution de 74 ou 75%. Ce document a été déterminant pour les juges. Aujourd'hui, le diesel est totalement interdit à Tokyo. Des policiers relèvent les plaques d'immatriculation pour vérifier sur le fichier des cartes grises si c'est un véhicule diesel. Un simple rappel à la première infraction, suspension du permis à la deuxième, condamnation pénale à la troisième. Plus personne n'achète de diesel au Japon. 5 ans après la fin des poursuites, les victimes se réunissent toujours. L'émotion n'est pas retombée. Je pense qu'il y a aujourd'hui entre 120 et 130 personnes décédées parmi les plaignants. Nous partageons tous les mêmes sentiments, car nous avons tous souffert. Toutes les victimes disent la même chose. Plus jamais personne ne doit connaître cette souffrance. N'importe quel être humain sensible penserait la même chose. Nous continuons à nous réunir pour garder cela en mémoire. Le Japon n'est pas une exception. Le diesel ne peut pas circuler dans les villes américaines, faute de répondre aux normes anti-pollution. En Europe, cette carte indique en rouge les pays qui ont pris des mesures pour limiter les voitures polluantes. Le diesel est même interdit à Milan et à Athènes. Principales exceptions, la Pologne, l'Espagne et surtout la France. Notre pays est pourtant, et de loin, celui qui possède le plus grand nombre de voitures diesel au monde.
Cette contradiction n'a pas échappé à une association d'écologistes, les Amis de la Terre. Ce jeune avocat est leur défenseur. Il y a 2 ans, il a déposé plainte contre les représentants de l'État à Paris, c'est-à-dire les préfets, pour non-respect des normes européennes sur la pollution automobile. Un premier jugement a été rendu il y a quelques mois. Alors, le tribunal administratif donc a rejeté la demande des Amis de la Terre en considérant effectivement que les préfets n'étaient pas tenus de respecter les normes de qualité de l'air. Le diesel a un rôle extrêmement actif dans la production donc, des particules fines et des dioxydes d'azote, qui sont précisément les 2 polluants pour lesquels les valeurs limites ne sont pas respectées. Ça concerne plusieurs millions de personnes, c'est certain. Pour étayer sa démarche, Maître Cofflard s'appuie sur les nombreux rappels à l'ordre émis par Bruxelles. Depuis 2010, c'est carrément une procédure juridique que la Commission a lancée contre la France. Comme l'indique un rapport du Sénat d'octobre 2011, la condamnation semble inévitable car la France a dépassé plus de 35 fois dans 15 agglomérations litigieuses. Si jamais la Cour de justice de l'Union européenne condamne la France, effectivement, elle peut prononcer une amende forfaitaire d'un montant extrêmement élevé qui peut approcher les dizaines de millions, voire les centaines de millions d'euros. La France est le mauvais élève de l'Europe sur la question du diesel. Et cela peut lui coûter cher. Pour sa défense, elle met en avant une norme anti-pollution qui l'arrange bien. Le gaz carbonique, le CO2. Et si je vous dis qu'elle ne rejette que 130 grammes de CO2, ça c'est efficace. Pour la conscience. Mais le CO2 concerne l'effet de serre, pas la santé, car il n'a pas d'effet direct sur les hommes. Cette norme européenne permet aux constructeurs de montrer qu'ils se préoccupent d'environnement en oubliant de parler du reste. Et le diesel a un autre avantage pour les constructeurs. Il émet moins de CO2 que l'essence. C'est bon pour les affaires. Le mondial de l'automobile, le grand Barnum de la bagnole. C'est justement l'occasion de se donner une bonne image face à la presse et à la concurrence étrangère. Les enjeux se comptent en milliards d'euros. Tout doit donner envie, faire rêver. Nous avons rendez-vous avec Guillaume Faury, le numéro 4 de Peugeot. Et sur son carnet, nous ne sommes pas les seuls. Montez là-haut, tu vas être après au stand Citroën avec Armel. C'est ça. On a pour démarrer cette vidéo thématique. On ne montre pas l'agenda détaillé au jeune homme. Après toutes les 20 minutes. Toutes les 20 minutes, c'est ça. Ouais. Après. Mais derrière ce décor tape à l'œil, il y a la crise. Des milliers d'emplois sont menacés. Le classement du diesel cancérigène par l'OMS n'arrange pas les choses. Alors le constructeur a préparé la contre-offensive. Quand vient notre tour de poser des questions, dans les petits salons réservés aux journalistes, cela commence par un plaidoyer. Est-ce que vous pensez que vous avez une part de responsabilité dans les particules qui ont été émises et qui flottent encore dans l'air aujourd'hui? Je pense que parler de responsabilité, c'est bon. Ces voitures ont été faites à une époque. Il y a même une époque où il n'y avait pas de réglementation du tout sur les moteurs diesel. Il y avait des moteurs diesel de camions, de tracteurs. Et ils ont amené leur service à la société. Et au fur et à mesure qu'on comprend les phénomènes, on essaye de les traiter. Et donc je pense qu'il y a une responsabilité sociale ensemble, de l'ensemble des acteurs, à faire progresser les choses au fur et à mesure qu'on comprend les impacts. Et j'aime pas cette idée de dire Peugeot est dans cette situation-là, alors qu'aujourd'hui, 100% de nos moteurs, et on a été les premiers à avoir 100% de nos moteurs, sont équipés de filtres à particules. Le problème des particules est traité. Et pour enfoncer le clou, Peugeot a sorti le grand jeu. Nous sommes à Poissy, dans la région parisienne. À côté du gigantesque parc de stockage des voitures neuves, voici le centre d'essai des moteurs. Le constructeur y reçoit les journalistes, les uns après les autres. Une escouade d'ingénieurs est sur le pied de guerre pour démontrer l'efficacité de leurs filtres à particules. Alors ce serait très simple, les gaz d'échappement sortent via le turbocompresseur dans la ligne d'échappement, passent par un catalyseur d'oxydation dont l'objectif est d'éliminer les polluants gazeux, monoxyde de carbone.
tout le carburant qui aurait mal brûlé dans la chambre. Et ensuite, les gaz épurés en polluants gazeux rentrent dans le filtre à particules qui est situé pour cette ligne de dépollution dans ce pain. Alors, on va aller voir un éclaté d'un filtre à particules qui va être monté ensuite sur une des lignes. Alors, comment ça marche? Vous avez ici des canaux d'entrée, donc ils rentrent dans ces canaux ouverts, ils passent à travers les petites parois et ils sortent dans les canaux ici pour aller à l'échappement. Et c'est par ce mécanisme physique qu'on élimine toutes les particules, une grande partie des particules qui sortent du moteur. Démonstration sur un banc d'essai. Le filtre à particules est monté sur le pot d'échappement d'une voiture neuve de série. On mesure le nombre de particules. Le résultat s'affiche sur l'écran de cet ordinateur. Voilà, il ne se passe rien. On affirme haut et fort qu'il y a des fines particules et des ultra fines particules qui sortent, alors qu'avec un filtre à particules, c'est ce qu'on vous a démontré, on les arrête. C'est mécanique, c'est physique, on les arrête. Et c'est ça qui fait mal dans la polémique qui sort maintenant. Voilà. Et pour qu'il ne reste aucun doute dans les esprits, Peugeot diffuse à tous les journalistes cette vidéo. Un gant blanc est mis derrière une voiture sans filtre à particules. Il devient gris en quelques secondes. Le même gant blanc est mis derrière la même voiture, muni cette fois d'un filtre à particules. Il reste blanc. Pour Peugeot, c'est la preuve par l'image. Les réponses techniques ont été données au fur et à mesure qu'apparaissaient les problèmes. Et il n'y aurait plus de problème depuis que le filtre à particules équipe les voitures neuves. Nous avons voulu vérifier cette démonstration. Et pour cela, nous nous sommes rendus à Lyon, dans un laboratoire d'études automobiles réputé pour son indépendance et la qualité de son travail. Ici, on n'essaye pas que des véhicules neufs, mais des voitures appartenant à des particuliers qui ont déjà roulé. L'essai consiste à faire rouler une voiture pendant 20 minutes en reproduisant les conditions normales de circulation. Le tuyau d'échappement est branché sur des détecteurs qui recueillent la pollution. C'est pratiquement le même test que chez Peugeot. Bon voilà, l'essai est fini maintenant, donc on va passer à la suite. En l'occurrence, on va sortir les filtres qui ont permis de capter les particules émises par le véhicule pendant l'essai. Ce jour-là, la voiture essayée est munie d'un filtre à particules. Voici l'état du papier qui a été traversé par les gaz d'échappement. Il est resté blanc. Merci. Donc là, c'est les filtres qu'on vient de récupérer de l'essai de ce matin, donc effectué avec un véhicule filtre à particules. Donc vous pouvez voir qu'en fait, visuellement, il y a très peu de particules émises par ce véhicule. Alors le filtre à particules aura au moins contribué à énormément diminuer les particules primaires émises par les véhicules diesel, et donc quelque part c'est tout à fait louable, d'autant qu'il semble avoir une très grande efficacité. Par contre, le filtre à particules n'a aucun effet sur les particules dites volatiles ou semi-volatiles, qui se forment même au-delà de l'échappement du véhicule. Donc elles sont la conséquence de la pollution automobile, clairement. Elles continuent de se former bien après l'échappement, pendant 10-12 heures. Il est probable qu'elles vont se déposer pour certaines, pour les plus lourdes, ou rester dans l'atmosphère en suspension. Les filtres à particules seraient donc loin d'être totalement efficaces. Voici en animation ce qui se passe réellement. Lorsqu'il n'y a pas de filtre, les microparticules sortent librement. C'est le cas des vieux diesels. Sur les voitures munies d'un filtre à particules, il n'y en a presque plus. Mais quelques dizaines de centimètres plus loin, les gaz se refroidissent et se recomposent en microparticules volatiles. Plus petites, plus légères, elles pénètrent au plus profond des organismes. Les plus grosses sont projetées sur une dizaine de mètres derrière les voitures. Les plus légères volent loin, 100 mètres de chaque côté d'un grand axe routier. Alors faut-il interdire le diesel en ville? Ou tout du moins, ceux qui n'ont pas de filtre à particules. Aucun gouvernement en France n'a osé prendre une telle mesure qui toucherait directement les voitures d'occasion. L'homme le mieux placé pour nous en donner la raison, c'est le patron de l'Argus Automobile. Démonstration concrète sur un des modèles vendus ici.
Eh bien, ce véhicule est affiché, on peut le voir, à 11 890 €. Si le marché urbain en fait, était rendu inaccessible pour ce type de véhicule, qui pourrait perdre jusque certainement au-delà de 10%. Ouais, elle vaudrait moins de 10 000 €. C'est probable, c'est probable. Alors si demain nous interdisons la circulation des véhicules diesel en centre-ville, il est clair que nous pourrions observer deux types de comportements très différents. Le propriétaire qui voudrait se séparer de toute façon de son véhicule et celui qui, au contraire, ne voulant pas prendre le risque de perdre de la valeur sur son véhicule, eh bien, le conserverait tout simplement. Donc on pourrait créer de ce fait un effet domino, un effet cascade, c'est-à-dire le marché du véhicule d'occasion serait bloqué, plus de ventes, et en amont de la chaîne, c'est-à-dire la construction de véhicules neufs, ne trouverait pas de marché du tout. Donc ça pourrait créer une sorte de chaos, sinon de crise, au niveau de la construction de voitures neuves. Devant ce risque, tous les gouvernements français choisissent depuis 30 ans de favoriser les constructeurs plutôt que la santé. Près de 17 millions de voitures diesel sans filtre à particules roulent en France. Il faudra attendre au moins 20 ans pour qu'elles soient remplacées par d'autres munis de filtres dont on n'est même pas sûr qu'ils soient suffisamment efficaces. Les Français découvrent aujourd'hui que le diesel est un scandale et qu'il risque de durer encore très longtemps. Le diesel, un poison invisible. Est-on face à un nouveau scandale sanitaire comme l'amiante? Le débat est ouvert. À tout de suite sur le plateau du Monde en face.